Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, votre radio de prédilection qui vous donne l'information à la minute et à la source. Merci de vous être branchés chez nous ce jour. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Valérie De Souza, une juriste d'origine nigérienne, c'est-à-dire du Niger, en Afrique, vivant à l'étranger. Notre thème du jour est la problématique de la démocratie occidentale en Afrique subsaharienne. Et le sous-thème sera la démocratie, cette greffe qui ne prend pas en Afrique. Croyons que nous ne vous apprenons rien en disant que la démocratie, c'est surtout le pluralisme, c'est-à-dire différents points de vue et différentes opinions. Et toutefois, les réalités vont varier selon son application dans chacun des pays. Et malheureusement, plusieurs pays du tiers-monde présentent des démocraties de façade caricaturées. L'on fait certes parler les urnes, mais les résultats ne sont pas l'expression de la volonté du souverain primaire, mais plutôt la puissance du prince. En conséquence, les dirigeants deviennent au fil du temps de moins en moins enclins à accepter le contrôle du peuple, la démocratie devenant alors le pouvoir du plus fort par le plus fort et pour le plus fort. Ce ne sont pas des exemples qui en manquent, surtout en Afrique. Et plutôt, ce qui est connu comme démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Je vous invite donc à découvrir notre invité du jour, Madame Valérie De Souza, est détentrice d'une maîtrise complémentaire en droit de l'homme et une maîtrise en droit international. Elle a travaillé à un certain moment de sa vie au ministère des Affaires étrangères et la Commission des droits de l'homme et de la liberté fondamentale dans son pays d'origine, le Niger. Elle a aussi collaboré dans l'élaboration du document de stratégie de la réduction de la pauvreté initié par la Banque mondiale. Bonjour, Madame Valérie. Bonsoir ou bonjour, selon là où vous vous trouvez, à tous les auditeurs et auditrices de la Voix de la démocratie congolaise. Et bonsoir à vous, Don. Et je vous remercie de me donner à nouveau la parole sur votre antenne. Ok, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour la seconde fois, puisque nous savons que vous avez de la matière à donner à cette audience qui est l'auditeur et l'auditrice de la Voix de la démocratie congolaise. Maman Valérie, je viens de vous présenter. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour ce que vous faites actuellement? Oui, comme vous l'avez dit, nous allons tenter de débattre un thème qui, en tant que bons citoyens, nous préoccupe tous et toutes, à savoir l'état des lieux de la démocratie dans nos pays. Pourquoi nous décidons de nous attarder là-dessus actuellement? Parce que la situation n'a jamais été reluisante, mais pourquoi aujourd'hui elle nous préoccupe? Elle nous préoccupe parce que nous assistons à un nouveau mode d'alternance au pouvoir qui est en train de reproduire le problème de la lutte des classes en Afrique et surtout les enfants des riches restent au pouvoir et les enfants des pauvres restent pauvres. Voilà. Voilà, donc nous voyons qu'il est de coutume de savoir que la gestion d'une communauté, et si elle passait à l'alternance, sera une bonne chose, puisque les nouvelles têtes, le nouveau sang, les nouvelles idées font qu'on puisse aller dans le progrès. Mais quand on tourne en rond avec les mêmes têtes, avec les mêmes familles, on ne semble pas avancer. Maman Valérie, est-ce que peut-on d'abord, pour besoin de l'information, bien de convenance avec nos auditeurs, dire qu'est-ce que la démocratie? Qu'entendez-vous par la démocratie La démocratie, au sens général qu'on lui connaît, et selon les différents dictionnaires qui l'ont déjà défini, comme on le dit bien, vient et peut être décortiqué en deux mots. Des mots qui veut dire population et cratie qui veut dire pouvoir. Donc, en un mot, c'est le pouvoir de la population. Cela signifie que la démocratie en tant que telle est le pouvoir, l'autorité qu'exerce une certaine population. Mais bien sûr que toute la population ne peut pas gouverner, toute la population ne peut pas être au pouvoir. À ce titre, la démocratie délègue à certains élus du peuple
le pouvoir législatif, le pouvoir de gouverner la nation, le pouvoir de gouverner la cité. Donc, cette délégation de pouvoir n'est en rien une limitation des libertés, mais ce n'est que la manifestation de la liberté de déléguer ses pouvoirs aux mains de ses dirigeants. Donc, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ok, le pouvoir du peuple, comme l'aurait dit Abraham Lincoln, un des présidents américains, il a dit la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Cela veut dire que la démocratie s'oppose à tout pouvoir qui n'est pas l'émanation du peuple. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a constaté en Afrique, Valérie? Tout à fait. La démocratie s'oppose, comme vous l'avez dit, par exemple, à la théocratie, qui est le pouvoir de Dieu, à l'autocratie, qui est le pouvoir, ou à la glutocratie, qui est le pouvoir des riches pour une seule classe. Mais le problème qui se pose actuellement en Afrique, le bilan qu'on peut dresser en Afrique subsaharienne, c'est que depuis le discours de la Baule, où François Mitterrand a dit clairement que la France liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers la liberté, tous les États africains, pour ne pas se voir couper l'aide internationale, se sont engouffrés sur cette voie de la démocratie. Il n'existe aucun pays aujourd'hui en Afrique qui ne se dise démocratique. Ça n'existe pas. Dans tous les pays, vous avez eu les caractéristiques d'une démocratie qui sont par exemple des élections, le multipartisme, la liberté de la presse, entre guillemets bien sûr, et bien sûr toutes les institutions qui font le socle de la démocratie, à savoir un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire. Mais pourquoi je dis qu'il faut mettre tout cela entre guillemets? Est-ce que le fait d'avoir ces institutions et le fait d'organiser des élections signifie que nous sommes réellement en démocratie dans nos pays? Le bilan est très, très, très morose. Je suis désolé de le dire en ces termes, mais nous sommes dans des situations de pseudo-démocratie en Afrique, ou ce que j'appelle tout simplement des démocraties de façade ou de vitrine, pour bien sûr bénéficier de l'aide internationale. On prend par exemple au cours des 2 décennies qui ont suivi ce discours de la Baule depuis 1980, en Afrique subsaharienne, on a eu une foultitude de coups d'État. Nous avons eu plusieurs coups d'État dans plusieurs États africains qui n'ont pas arrêté. Le dernier que nous avons s'est produit en Guinée. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le mode de succession du pouvoir n'est pas clairement établi dans la mentalité africaine. Je ne veux pas présumer du fait que les Africains ne sont pas prêts pour la démocratie. Ce n'est pas cela le problème. Je veux dire par là que, puisque cela a été imposé de l'extérieur en un laps très court de temps, un temps très court, il nous a été demandé, exigé, d'asseoir la démocratie qui est le fruit de milliers de luttes, de milliers d'années de luttes dans les pays occidentaux. Il nous a été demandé d'asseoir cette démocratie en moins d'1 année, 2 ans ou 3 ans dans nos pays. Alors, qu'est-ce qu'on a assisté à quoi? Tous les anciens dictateurs qui étaient en place, ils sont toujours là aujourd'hui. Pourtant, nous sommes passés en démocratie. Vous prenez le cas du Congo. Nous avons eu, certes, Mobutu, mais bien après la démocratie, Mobutu est resté au pouvoir. Pourtant, c'était devenu un pays démocratique. Comment cela s'est passé? Nous avons eu les cas du Gabon. Le Gabon, le président gabonais était en place bien avant le discours de la Baule, mais il est resté encore en place après le discours de la Baule. Nous avons eu le cas de pays comme le Togo, où Gnassingbé et Adema étaient bien en place avant le discours de la Baule, mais il est resté après le discours de la Baule. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces dignitaires, dictateurs, ont troqué leurs vêtements d'anciens militaires et de dictateurs contre des vêtements civils. Et ils ont habillé la constitution qu'ils avaient du sceau de la démocratie et ont institué des pseudo-institutions démocratiques. Très bien, mais cela n'a jamais changé leur façon de diriger le pouvoir, leur manière de voir les choses, qui nous a amenés à constater qu'on avait un problème de développement,
qu'on avait un problème de liberté, qu'on avait un problème de gestion du pouvoir. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tous ces anciens dictateurs qui sont quand même restés au pouvoir et qui ont démocratisé leur dictature sont toujours là. Mais l'Occident reconnaît quand même que ce sont des démocraties parce que des élections se passent. Mais est-ce que ces élections sont libres et transparentes? Ok, nous y arriverons, Maman Annie. Parlons un peu de la démocratie en soi. Est-ce une émanation occidentale ou bien l'Afrique avait connu sa démocratie bien avant la période coloniale, donc la période pré-coloniale? Oui, Don, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, dans ce que je fais comme recherche, je pars du principe que, comme on le dit, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et quand on dit berceau de l'humanité, c'est vraiment dans tous les sens, que ce soit culturel, politique, économique et tout le reste. Pourquoi? Parce que c'est en Afrique qu'on a vu les premières organisations sociales démocratiques. Je vous citerai par exemple en Afrique de l'Ouest le simple exemple de l'arbre à palabres, qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, est l'ancêtre du Sénat et de l'Assemblée. L'arbre à palabres sous lequel les anciens, les vieux du village se réunissaient pour débattre des problèmes et des dispositions à prendre pour régler les problèmes qui se posaient dans la cité. Nous avons eu plusieurs cas dans l'Afrique, dans l'histoire de l'Afrique. Mais le problème qui se pose à nous aujourd'hui, est-ce que la démocratie telle qu'elle a été vue, entendue et conçue en Afrique, en Occident, est transposable à l'Afrique? C'est pour cela que je demande si cette greffe prend. C'est comme si vous faites une greffe, vous prenez un morceau de peau ou d'un organe d'une autre personne et sans voir la compatibilité de cet organe par rapport à cet autre organisme, vous faites cette greffe. Les médecins, un bon médecin vous dira qu'il y a 90% de chances de rejet. Et est-ce que nous ne sommes pas dans cette situation de rejet aujourd'hui en Afrique, puisque la démocratie piétine? Quel est l'État qui peut se citer comme exemple aujourd'hui si on met de côté le Bénin, par exemple? Le Sénégal qui était cité comme exemple, comme laboratoire de la démocratie. Aujourd'hui, nous avons vu toutes les exactions que M. Wade a mis en place. Et nous voyons son effort grandissant d'imposer son fils au pouvoir. Si pas lui-même revenir au pouvoir encore. Justement, c'est ça. Soit le gouvernant qui est là actuellement veut mourir au pouvoir, auquel cas, en mourant, il précise et trouve les dispositions pour que son fils ou sa descendance lui succède. C'est cela la préoccupation actuelle de l'Afrique. Tiken Jah Fakoly, qui est un chanteur, a dénoncé cela. Il a été déclaré persona non grata au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'il dénonce quelque chose qui est réel. Nous avons cette contamination de l'Afrique, de cette attitude qui est en train de se généraliser. Est-ce que nous allons arriver à un processus où tous ces dignitaires qui sont décriés vont quand même installer leurs enfants au pouvoir? Où est l'alternance démocratique? Où est le multipartisme réel dans tout cela? Il se trouve où, en fait? C'est pour ça que je parle de pseudo-démocratie. Nous avons un cas très patent actuellement en Afrique, qui est le cas du Niger. Le Niger, durant ces 2 dernières décennies, avait fait une formidable avancée en matière démocratique. On avait eu des élections démocratiques, transparentes, qui avaient emmené le président Tandja au pouvoir. Il termine son mandat en décembre, puisqu'il a eu 2 mandats, et subitement, c'est une chasse à l'homme qui est mise en place pour, bien sûr, faire disparaître son principal adversaire, qui était aussi mon principal adversaire, entre parenthèses, le Premier ministre. À partir de là, le processus est mis en place. La Cour constitutionnelle est priée de changer la Constitution, ce qu'elle refuse de faire, et cela est vraiment à souligner. Le président fait tout pour transformer la Constitution, et c'est un mode légal, qui est devenu légal. Tous les chefs d'État qui veulent rester au pouvoir n'ont que
n'ont qu'une manœuvre, c'est d'abord changer les dispositions de la Constitution. C'est ce qu'on appelle le tripatouillage de la Constitution. La Constitution est devenue leur principal obstacle, alors il faut la retoucher pour mieux asseoir son autocratie ou sa dictature. Le Congo n'en est pas loin. Le premier cas qu'on a eu, et qui a d'ailleurs encouragé les autres États, c'est le cas du Congo. À la mort du père Kabila, quelle n'a été notre surprise d'entendre que celui qui allait gouverner le pays était son fils. Alors que est-ce que la constitution congolaise prévoyait cela? La constitution congolaise n'a jamais prévu que ce soit le fils du président qui succède au président. Bon, voyons un peu à ce niveau-là. Donc, nous parlons un peu de la greffe de la démocratie occidentale en Afrique, ou sur l'Afrique. Est-ce que la démocratie occidentale en elle-même est-elle uniforme? La démocratie occidentale n'est pas uniforme. Mais le problème, c'est que nous avons des constantes qui ne changent pas. La constante qui ne change pas en Occident lorsqu'on parle de démocratie, c'est quoi? C'est que de toutes les façons, que vous le vouliez ou pas, c'est le peuple qui va élire son dirigeant. Et ce sont je parle bien de l'Occident, de l'Europe de l'Ouest. Je ne parle pas des autres, de l'Europe centrale ou de l'Europe de l'Est. Je parle de l'Europe de l'Est, de l'Europe occidentale. Alors, ce qui est constant dans les démocraties occidentales, c'est quoi? De toutes les façons, c'est le peuple qui choisit son dirigeant, qui choisit ses représentants au Parlement. Et le Parlement parle au nom du peuple. Et on fait tout pour que la division des pouvoirs judiciaires, législatifs et parlementaires soit bien respectée et exécutifs soit bien respectée. Ce n'est pas le cas en Afrique. Même quand nous avons ces trois pouvoirs, tout d'abord, les élections ne sont pas aussi transparentes que ça. Parce que si vous avez de l'argent et que vous pouvez influencer le vote des populations, en quoi cette élection est transparente? Je ne la trouve pas transparente, et même si les observateurs internationaux le déclarent, c'est que la majorité de la population est affamée, elle est pauvre, elle est analphabète. On leur fait croire tout et n'importe quoi. On leur fait même croire qu'on peut faire sortir du lait des robinets. Et à la fin des élections, l'essentiel, c'est d'être au pouvoir. Et les représentants du peuple, qui sont-ils? Vous connaissez des parlements en Afrique où la majorité des représentants du peuple sont des opérateurs économiques qui ne comprennent même pas la langue dans laquelle est débattue la loi qu'ils sont en train de voter. De quelle démocratie on parle? La démocratie occidentale a des constantes. Ça, c'est les élections libres, c'est bien sûr les institutions et bien sûr l'autonomie et l'indépendance des trois institutions qui constituent la démocratie. Mais nous n'avons pas ces constantes en Afrique. C'est pour cela que je suis convaincu que cette greffe ne prend pas. Cette greffe ne prend pas en Afrique. Parce que d'abord, nos élections ont beaucoup de mal à être libres. Lorsque le chef en place, on dit d'ailleurs, il y a un adage qui circule qui dit, en Afrique, perdre les élections en étant au pouvoir, c'est être bête. Effectivement, je vous appuie par un dicton d'ancien président congolais, Pascal Lissouba. Il a dit, on n'organise pas les élections pour le perdre. Pour les perdre. Donc, ce qui signifie, les élections en Afrique, ce ne sont pas les élections à l'issue desquelles vous allez attendre qu'il y ait un gagnant. C'est-à-dire, les gagnants sont déjà connus à l'avance. Exactement. Donc, déjà, il y a un pan de la démocratie occidentale qui est biaisé. Ça veut dire que déjà, les élections transparentes qui constituent une base de la démocratie occidentale est déjà à mettre de côté. Après cela, après cette élection, on arrive aux institutions. Êtes-vous certain que le pouvoir judiciaire est vraiment autonome par rapport au pouvoir exécutif? Est-ce que les juges et les magistrats sont vraiment libres dans leur choix? Vous ne connaissez pas cet adage qui dit qu'il y a deux justices? La justice des riches et la justice des pauvres? J'ai travaillé à la Commission nationale des droits de l'homme au Niger et je sais vous dire, je peux vous dire
qu'il y a deux justices. Il y a la justice qu'on donne lorsque le ministre ou un dignitaire de l'exécutif appelle pour dire telle personne est membre de ma famille, faites attention à ce que vous faites. Et vous avez la justice des pauvres qui croupissent en prison sans avoir jamais vu un avocat. Donc une justice à double vitesse, vous voulez dire? Une justice exactement à double vitesse. Ce qui signifie que là aussi, l'autonomie des institutions n'est pas respectée. J'en arrive au Parlement. Le Parlement, est-ce que vous connaissez des parlements en Afrique dignes de ce nom? Quand vous regardez les débats parlementaires, par exemple aux États-Unis, ou en France, ou en Belgique, ou dans tous autres pays occidentaux que vous voulez, est-ce que ces débats sont les mêmes que ceux que nous retrouvons en Afrique? Je ne dis pas qu'il faut copier, nous avons nos réalités, mais mon problème se trouve à ce niveau. Être député, ce n'est pas un mérite, hein. C'est être au service de la population. Lorsque vous avez un chef d'État qui nomme un chanteur ou une chanteuse pour être député, lorsque les députés sont cooptés, à quel moment ils sont les élus du peuple? À quel moment ils représenteront les intérêts du peuple? Jamais. Un député qui a payé pour être député, sommes-nous sûrs qu'il est là pour représenter le peuple ou pour représenter son intérêt à lui? Là encore, on a encore beaucoup de travail à faire. Mais tout cela, je pense que tout cela a des causes à la fois intrinsèques, ça veut dire propres aux réalités africaines elles-mêmes, et des causes extrinsèques qui sont du fait des autorités des multinationales et autres qui veulent maintenir, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique dans cette situation morose. Les causes intrinsèques que je voudrais citer, c'est tout d'abord l'ignorance et l'analphabétisme. Pourquoi la démocratie prend tout son sens dans des pays où les peuples sont instruits, sont éduqués au développement, sont éduqués à la connaissance de leurs droits? Parce que quand vous prenez un citoyen qui sait le pouvoir qu'il a en votant, il est tout à fait différent du citoyen qui va voter parce qu'on lui a donné un sac de riz ou un sac de blé parce que ses enfants meurent de faim. Ce citoyen ne voit pas la portée de son acte. En votant pour X au lieu de Y, en sachant pertinemment que X est un dictateur et qu'il va opprimer le peuple et qu'il va s'en mettre plein les poches, alors que Y promet de changer tout cela, mais parce que Y n'a pas donné un sac de riz ou n'a pas donné un sac de blé, on ne vote pas pour lui. C'est très grave. Et on ne peut pas parvenir à la démocratie comme ça. Alors, le premier travail pour tous ceux qui dénoncent ce qui se passe en Afrique, pour ceux qui se battent pour les droits en Afrique, serait d'abord de lutter pour éduquer les populations, sensibiliser les populations à l'enjeu des élections. C'est cela le premier travail à faire. Avant que vous ne continuiez, nous sommes dans les causes intrinsèques. Ici, vous avez bien épinglé le cas de l'éducation civique. Est-ce que vous ne voyez pas que cette histoire de tribalisme, régionalisme et clanisme soit un problème réel qui sera très très difficile à attaquer? Je ne le pense pas. Pourquoi je ne pense pas que ce serait... Si on a la volonté, on peut faire beaucoup de choses. Le tribalisme, l'ethnocentrisme et tout ce que vous citez sont aussi des causes intrinsèques que j'allais citer pour que la démocratie ne s'implante pas en Afrique. Le problème, c'est quoi? C'est que tout cela, je pense, est dû à la pauvreté. Quand vous prenez, par exemple, tout l'entourage d'un chef de l'État, tout le système de clientélisme qu'il y a autour de lui, qui sont très souvent de son ethnie, comme au Togo, par exemple, pourquoi ils ont tout intérêt à ce que le président en place reste en place? Parce qu'ils sont pauvres et qu'ils représentent leur principale source de revenus. Et si ce président n'est plus président, sachez que c'est le déclin de toute une ethnie, de tout un village, de toute une classe qui part, qui commence. Comment combattre ça? Je ne vais pas dire que c'est simple et que c'est facile.
Je pense que par la sensibilisation, par l'éducation aux droits civiques, nous pouvons arriver à cela. Et surtout, en luttant pour un développement pour tous. Lorsque je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui appartient, par exemple, à l'ethnie du chef de l'État togolais. Lorsqu'un Kabyé sait qu'il a un emploi qui ne dépend pas de Faure Gnassingbé, par exemple, lorsqu'il sait qu'il peut continuer à nourrir sa famille, et lorsqu'il sait qu'il a des droits que personne ne peut lui prendre, lorsqu'il sait que même en ne votant pas Faure Gnassingbé, il n'ira pas en prison, je vous assure, cette personne ne votera pas Faure Gnassingbé. Non, attends un peu. Là, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas confirmer totalement. Par exemple, le cas du Congo, oui. Il y a un fait où, vous voyez, quand quelqu'un est à la tête d'une certaine province, ça fait la fierté de toute une province, même si le monsieur ne s'occupe pas du développement de cette province-là, et tout le monde est derrière là, et non, c'est maintenant nous qui dirigeons, malgré la souffrance qui est dénominateur commun, mais ils préfèrent qu'il y ait quelqu'un de leur province à la tête du pays ou à la tête d'une institution quelconque. Mais ça, c'est le discours apparent. Est-ce que quand cette personne tient ce discours en public, est-ce que quand vous en parlez en privé, cette personne, en lui mettant sous les yeux toutes les négations du règne de ce chef de province, est-ce que cette personne continuera vraiment à soutenir cela? C'est cela la question. C'est le même cas qui se passe partout, hein. Vous avez le cas qui se passe au Niger aussi. Vous avez ce cas qui se passe aussi dans un pays, dans tous les pays où c'est une ethnie qui est au pouvoir, au détriment d'une autre. Mais vous arrivez à avoir des défections au sein de cette même ethnie. D'ailleurs, au Togo, ce n'est pas tous les Kabyés qui sont pour Faure Gnassingbé, hein. Vous serez bien étonnés. Il y en a eu beaucoup qui ont demandé l'asile politique ici parce qu'ils ont été justement brimés par Faure Gnassingbé et parce qu'ils ne voulaient pas de ce régime. C'est ça qui est étonnant. Et quand ils arrivent ici, les Belges leur disent ce n'est pas possible, c'est votre ethnie qui est au pouvoir et c'est votre clan qui est au pouvoir, vous ne pouvez pas en être victime. Mais ça, c'est mal connaître le système. Le système mange ses propres enfants aussi. Et tous ces enfants qui sont mangés, qui ont été victimes de ce système, vous ne pourrez pas me dire qu'ils continueront à soutenir ce système. Mais le travail, je suis d'accord à faire, c'est de faire comprendre aux populations et aux citoyens que leur intérêt est carrément distinct de l'intérêt du gouvernant en place. Le fait qu'il soit de votre ethnie ne signifie pas que vous avez un meilleur salaire. C'est ce qu'il faut faire comprendre aux populations. Le fait qu'il soit au pouvoir et qu'il soit de votre ethnie ne signifie pas que vous êtes mieux soigné. Est-ce que le fait qu'il soit au pouvoir signifie que vos enfants iront à l'école sans aucun problème? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. À partir du moment où vous sensibilisez les populations et leur faites palper du doigt ces réalités qui sont concrètes. Il ne s'agit plus de l'émotion. Ce n'est pas l'affection, l'émotion de celui qui appartient à une caste ou à une ethnie qui voit un membre de cette caste ou de cette ethnie au pouvoir. Ce n'est plus de l'émotion qu'on parle. Là, on parle du concret. Est-ce que concrètement, cela ajoute une plus-value dans leur portefeuille? Quand vous faites palper du doigt ces réalités à ces populations, je vous assure, moi, je crois que cela change beaucoup de choses. J'ai traversé des régions dans lesquelles c'était clairement dit. Je vais vous citer le cas tout simplement du Bénin. Vous avez eu, lorsque Kérékou avait fait sa tentative de changer la constitution pour se représenter alors que la constitution ne le lui permettait pas, avant l'arrivée de M. Yahi Boni, vous avez eu des populations qui se sont déplacées dans des villages entiers pour dire d'accord, nous sommes d'accord que vous êtes de l'ethnie Somba, mais depuis que Kérékou est là, qu'est-ce que ça a changé à votre situation? Qu'est-ce que ça a changé à votre situation? Vous êtes toujours paysan, vous n'avez même pas d'eau pour irriguer vos terres, vous n'avez même pas de quoi manger. Voici ce que nous proposons que nous ferons. Et si au bout de tel nombre d'années, nous ne l'avons pas fait, vous avez le droit de nous tourner le dos. C'est ça une vraie démocratie. C'est pouvoir donner le pouvoir à la population de porter des personnes dont les programmes les séduisent
au pouvoir et de pouvoir les destituer lorsque ces populations ne sont pas satisfaites de l'action de ce pouvoir. C'est ça la réelle démocratie. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, même quand on n'est pas satisfait, on ne peut pas destituer ces gens qui sont arrivés au pouvoir puisqu'ils ont les forces avec eux. Ils ont les forces militaires. Ils ont toutes les armes avec eux. Et dès que vous commencez à dénoncer quelque chose, vous vous retrouvez en prison, votre famille connaît des exactions et vous êtes obligé de fuir votre pays. Ok, donc nous allons arriver à ce qu'il faudrait faire. Est-ce qu'on peut continuer avec certains éléments des causes intrinsèques? Les causes extrinsèques que je voudrais énumérer. Donc c'est terminé avec les intrinsèques? Oui, les causes intrinsèques, c'était la pauvreté, c'est le manque de culture démocratique et bien sûr le fait que la démocratie nous a été imposée de façon brusque, alors que normalement elle est le résultat d'une construction séculaire dans les pays où elle est actuellement implantée et bien implantée. Les causes extrinsèques, pour moi, c'est que cette démocratie est sciemment maintenue par les dettes, la dette que fait peser sur l'Afrique tous les systèmes de Bretton Woods. L'Afrique est maintenue dans une situation de pauvreté alors qu'elle est un scandale minier et de ressources premières et de matières premières, comme vous le savez. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que l'Afrique reste dans cette situation de pauvreté? Parce que c'est un cercle vicieux. Parce que la dette fait que nous ne pouvons sortir la tête de l'eau et lorsque nous sortons la tête de l'eau, de toutes les façons, les dirigeants sont à la solde des institutions de Bretton Woods et puisqu'ils ont leur intérêt, ils ne nous permettront jamais, tout simplement pas, de faire du panafricanisme, puisque le panafricanisme nous aurait aidé, et ça j'en suis convaincu, à faire de la coopération entre pays africains, ce qui nous rendrait moins dépendants de toutes les importations que nous faisons. Toutes nos balances commerciales sont déficitaires. Qu'est-ce que l'Afrique exporte et qu'est-ce qu'elle importe? Le volume de ces importations est supérieur au volume de ces importations. Vous prenez le cas du Congo. Nous avons eu un colloque où nous avons invité des membres du ministère de l'Agriculture. Il a ramené un film, le constat est saisissant. Tout au long de la voie, vous avez des camions entiers de tomates qui sont importées, des camions entiers de bananes, des camions entiers qui sont importés, des camions entiers de riz, de farine. Alors que dans l'alimentation congolaise, nous avons des substituts qui peuvent bien remplacer tout ce qui est importé. Ils tiraient la sonnette d'alarme en disant que les agriculteurs ne sont pas aidés et que leurs produits ne sont pas concurrentiels sur le marché. Quand vous avez une boîte de tomates qui est produite à, disons, $1, moins d'$1, qui est produite à $1 au Congo, et la boîte de tomates qui vient des États-Unis ou de la France qui coûte 50 centimes, le choix est très vite fait. Le choix est très vite fait. Vous allez acheter la boîte de tomates qui est à $50. 50 centimes de dollars. Vous n'allez pas hésiter. Ce qui accroît, toutes ces importations accroissent notre dette et nous sommes obligés de payer cette dette. Et nous nous maintenons dans la situation de pauvreté de laquelle il nous est de plus en plus difficile de sortir, sans oublier la gabégie de nos chefs d'État qui ne pensent qu'à leur poche et à leurs intérêts. Après, nous avons aussi le fait que la démocratie occidentale en tant que telle est difficile à implanter en Afrique, à moins de changer énormément de choses. Parce que nous avons nos réalités, nous avons notre culture, nous avons énormément de différences par rapport à toutes ces cultures européennes et occidentales qui demandent des ajustements de la démocratie pour pouvoir s'implanter comme il se doit en Afrique. Voilà ce que je pouvais exposer sur les causes extrinsèques. Ok, auditrices et auditeurs de la voix de la démocratie congolaise, nous vous informons que vous êtes bel et bien sur votre radio
Et nous continuons dans cette émission où Maman Valérie de Souza est en train de nous parler de la démocratie en Afrique. Alors, Madame, maintenant que vous avez terminé avec les causes intrinsèques et les causes extrinsèques, nous devons maintenant passer à un stade où nous devons maintenant chercher d'où vient ce problème clairement, puisque nous devons être des pays souverains, c'est-à-dire un continent souverain. Et quelles sont les pistes de solutions à ce problème? Souverain, je suis devenu afro-pessimiste sur ce plan. Comment pouvons-nous être souverains? Comment voulez-vous que nous soyons souverains lorsque toutes nos monnaies sont arrimées à des monnaies occidentales? Vous prenez par exemple au Congo, on n'utilise plus que le dollar. Le Zaïre ne coûte pratiquement plus rien. Non, le franc congolais. Le franc congolais. Le franc congolais ne coûte pratiquement plus rien. Vous prenez le cas de l'Afrique de l'Ouest, le franc CFA est arrimé à l'euro. Lorsque vous n'avez pas la souveraineté de votre monnaie, comment pouvez-vous avoir la souveraineté? Lorsque vos dirigeants sont téléguidés par les puissances occidentales, même si elles refusent d'être téléguidées par la France, elles sont téléguidées par les États-Unis. Lorsqu'elles ne sont pas téléguidées par les États-Unis, elles sont téléguidées par leurs intérêts avec la Chine. Lorsque nos dirigeants sont téléguidés par des puissances extérieures, comment voulez-vous que ces pays soient souverains? J'ai beaucoup de doutes là-dessus. Ce qu'il faut faire, je sais que c'est difficile et ardu, c'est une conscientisation de la classe politique. C'est une conscientisation de toute cette diaspora, tous ces jeunes, tous ces Africains qui sont à l'extérieur. Je pense que c'est une chance pour l'Afrique. La migration de l'Afrique vers l'Occident est une chance pour l'Afrique. Et nous devons utiliser cette diaspora pour être un tremplin pour changer ce qui se passe chez nous. C'est en cela que je crois. C'est pour cela que j'encourage des initiatives comme la vôtre, qui, de l'extérieur, quand même conscientise et sensibilise l'ensemble des populations sur ce qui se passe dans nos pays. Nous ne sommes pas partis de chez nous en tournant le dos, en nous disant « Pauvre, ça ne nous intéresse plus, nous sommes tranquilles dans notre petit coin ici où personne ne nous touche ». La diaspora est une force extraordinaire et une chance pour l'Afrique. Et nous devons l'utiliser de manière efficiente afin de sensibiliser et d'éduquer les populations justement à ouvrir les yeux sur toutes les exactions, sur tous les dénis de droit qui existent actuellement en Afrique et que nous pouvons changer. C'est cela, faire comprendre à l'Africain qu'on peut changer ce qui se passe. L'impuissance n'est pas une solution. Dire que rien n'est possible, ce n'est pas vrai. Toutes les luttes et toutes les avancées démocratiques, économiques et politiques qui ont eu lieu en Occident se sont faites au prix de luttes, de dénonciations et de sacrifices. Nous ne pouvons pas échapper à ce processus. Si l'Afrique pense que nous pouvons échapper à ce processus, on se trompe. Nous devons passer aussi par cela, par toutes ces tribulations, par toutes ces luttes, par toutes ces dénonciations, par tous ces sacrifices pour asseoir la démocratie chez nous, pour asseoir un système politique qui épanouisse les populations. Qu'elles prennent le nom de démocratie ou d'autres choses, ce n'est pas là le problème. Mais la liberté d'expression, le respect des droits humains sont des constantes qui doivent être collées à un régime en place. À partir du moment où le régime en place ne respecte pas ces principes, il n'a pas lieu d'être. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que faut-il amener la démocratie et le développement en même temps, ou bien l'un d'eux doit être le moteur de l'autre? Merci. Cette question est très importante. Parce que ce qui s'est passé dans les pays occidentaux, justement, c'est que ces revendications de la liberté ont suivi les revendications du développement. En Afrique, on a mis les deux ensemble, pensant que les revendications de liberté allaient amener le développement. Or, nous nous heurtons aujourd'hui à un fiasco. Et je suis d'avis que les autorités
et que toutes les populations doivent s'atteler à chercher tout d'abord le développement de l'Afrique. Et le développement de l'Afrique, c'est quoi? C'est bien sûr combattre l'ignorance, combattre l'analphabétisme, permettre aux populations de se soigner et d'être autonomes et avoir de l'emploi. À ce moment, on pourra parler clairement d'un système politique. Mais bien sûr, je ne suis pas d'avis que ce travail doit être fait par des dictateurs ou par leurs enfants. Je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Nous pouvons mener cela de front, à condition que chacun joue son rôle, que l'opposition joue son rôle de levier et que les pouvoirs en place jouent leur rôle de pouvoir, de développement et surtout permettre que chaque citoyen du pays dont ils sont gouvernants puisse manger à sa faim et se soigner. Le développement est certes le corollaire de la démocratie et la démocratie est le corollaire du développement. Mais en Afrique, je pense qu'actuellement, l'accent doit être tout d'abord mis sur le développement. Tout à fait. Alors là, je vous donne l'impression que M. Boutros Ghali avait dit à un moment donné à propos de la démocratie et le développement. Il a dit ceci: la démocratie et le développement entretiennent un lien indissociable. Ils ne peuvent par conséquent être séparés. Le problème est de savoir s'il faut commencer par le développement pour réaliser la démocratie ou au contraire par la démocratie pour réaliser le développement, ou alors aborder tout simplement les deux concepts en même temps. Sa réponse, je termine, dans sa réponse qu'il appelle une réponse pragmatique, il dit: dans certains pays, on a d'abord besoin du développement pour réaliser la démocratie, car un tel objectif ne peut être atteint quand vous avez, par exemple, 80% des gens qui meurent de faim et sont illettrés. Dans d'autres pays corrompus, autoritaires, où l'aide au développement est parfois conditionnée au changement de régime, je dirais que la démocratisation est un premier pas, mais il n'y a pas de règle générale. Chaque situation a sa spécificité. Mais sa seule conviction est qu'une fois réalisé, le couple développement et démocratie deviennent indissociables. Exactement. C'est ce que je suis en train de dire en substance, exactement. Les cas ne sont pas les mêmes. Et moi, je suis d'avis aujourd'hui, en accord avec M. Boutros Ghali, que dans les pays africains, je pense que même si ce couple est indissociable, nous devons d'abord nous atteler au développement. Et bien sûr, ce qui est magnifique avec la démocratie, c'est qu'avec le développement vient forcément la démocratie. Parce que lorsque vous n'avez pas faim, lorsque vous pouvez vous soigner, lorsque vous pouvez étudier, ça veut dire avoir droit au savoir, avoir l'accès au savoir, vous connaissez vos droits. Et vous pouvez voter en conséquence. Et vous pouvez créer un parti politique et vous pouvez militer pour la démocratie. Et donc forcément asseoir la démocratie dans votre pays. Par le développement vient la démocratie. Et je pense que c'est le chemin qu'il est nécessaire de suivre en Afrique. D'ailleurs, c'est ce que les chefs d'État africains essaient de dire. Ceux qui sont le président, par exemple, nigérien, c'est ce qu'il essaie de dire. Il dit, je mets d'abord la démocratie sous le boisseau et je fais d'abord le développement et après on parlera des démocraties. Mais ce n'est pas comme ça. C'est que on avait commencé avec un processus démocratique. On était dans la très bonne voie du développement, alors ce couple était indissociable. Dans le cas du Niger, il n'avait pas à dissocier ce couple. C'est cela, cette subtilité qui manque aux dirigeants africains. Ce n'est pas dire je fais d'abord ça, ensuite cela. Non, c'est qu'avec le développement vient forcément la démocratie. Lorsque vous donnez l'accès au pouvoir à des populations, elles connaissent leurs droits, elles savent comment voter, elles savent comment élire, elles savent comment créer des partis politiques pour dénoncer ce que vous faites. Vous devez accepter le jeu. Vous devez accepter le jeu de l'alternance au pouvoir et vous devez accepter de disparaître de la scène politique lorsque la population ne veut plus de vous. Tout à fait. Alors, Madame Annie de Souza, encore une réflexion d'un grand homme politique. Ici, je cite M. Jacques Chirac
ancien Tout à fait. président français. Il a dit à un certain moment donné, l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie. Et cette phrase avait causé Choqué. des tollés, choqué les opposants et les intellectuels africains. Qu'en dites-vous en tant qu'intellectuel africain? Euh, c'est- Cela me fait sourire parce que nous ne nous sommes pas passé le mot. Mais je remarque que dans les notes que j'ai prises, c'était quelque chose dont j'allais parler en conclusion. Et je vois que vous arrivez là-dessus avant que je n'arrive à la conclusion. Et je reviens sur cette phrase de l'ancien président français Jacques Chirac. En son temps, effectivement, cette phrase avait choqué. Cette phrase avait choqué pour une raison. Parce que dire cette phrase revenait à dire que l'homme africain n'avait pas l'aptitude à comprendre les règles démocratiques et à les appliquer. C'était comme si on nous prenait pour des demeurés qui n'étaient pas prêts à entrer dans le progrès ou qui n'étaient pas prêts à entrer dans ce système politique. C'est pour cela que ça avait choqué. Encore une fois, comme d'habitude, en tant qu'Africains, nous étions dans l'émotif, dans l'émotion. Mais aujourd'hui, pourquoi cette phrase revient à la mode? Aujourd'hui, lorsque nous avons l'honnêteté de regarder autour de nous, tous autant que nous sommes de l'Afrique subsaharienne, est-ce qu'il y a un pays où nous pouvons lever la tête et dire que M. Chirac s'était trompé? Moi, je ne vois pas beaucoup d'exemples. Je vous citerai encore l'exemple, le cas extraordinaire du Bénin, que je connais bien et que je suis d'ailleurs. Mais à part ce cas, je n'en connais pas. Le Sénégal vient de basculer. Donc, est-ce que l'Afrique était prête? Monsieur Chirac avait raison de poser cette question. Parce que, comme je l'avais dit au début de cette émission, la démocratie, ce n'est pas quelque chose qui naît et qui tombe du ciel ex nihilo. C'est un processus. C'est l'aboutissement de tout un processus de lutte, de réflexion, de déni de droit, d'exaction, de refus de la brimade, qui a duré des siècles, qui est venu après la révolution industrielle, après donc le développement de tous ces pays qui, après avoir réussi ce développement, se sont dit, mais nous avons droit à autre chose que tout cela. Nous avons droit à la liberté d'expression, nous avons droit à avoir si. La Révolution française en a été l'une des illustrations. Donc, décider que la démocratie va tomber du ciel après la boule, parce que M. Mitterrand a décidé qu'il fallait être démocrate, je trouve que c'était assassin. Franchement, c'était une stratégie très, très, très médiocre. La démocratie, c'est le résultat, la résultante d'un processus. Elle ne peut pas être imposée, elle ne peut pas être assise du jour au lendemain dans un pays. Ce n'est pas possible. Et nos exemples en sont l'illustration parfaite. Donc, tous les Africains doivent éviter de voir dans cette phrase de M. Chirac, selon moi, de mon humble avis, c'est un déni de notre intelligence ou de notre aptitude. Je ne pense pas que ce soit de cela qu'il s'agissait. C'est du fait que l'Afrique devait suivre un processus qui pourrait asseoir la démocratie et non la lui imposer comme cela avait été fait par François Mitterrand. Ok. Ensuite, je pose une autre question. Quelle pertinence y a-t-il à parler de droits humains et démocratie quand on sait que le véritable défi que doit relever le monde africain est celui de la fracture économique et sociale? Oui, la pertinence qu'il y a, c'est que dans les droits humains, vous avez les droits économiques, socio-économiques aussi. Quand on parle de droits humains et de démocratie, vous devez entendre, je dis constamment, le droit de manger, le droit de se soigner et le droit d'être éduqué. Tout cela, ce sont des droits économiques, sociaux et politiques. Et c'est ça notre problème en Afrique. C'est ça qui constitue la fracture économique que nous avons avec le reste du monde. C'est qu'en Afrique, malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui meurent de faim. Il y a encore beaucoup de gens qui n'arrivent pas à être soignés. Il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas éduqués. Et la pertinence qu'il y a à parler de démocratie, des droits de l'homme, c'est quoi?
c'est que nous savons que par le respect des droits de l'homme, forcément, nous allons arriver à cela. Nous allons arriver à asseoir le droit de ces personnes à être nourries, à être habillées, à pouvoir manger, à avoir une vie décente. C'est cela les droits humains. C'est avoir une vie décente, une vie digne de la dignité humaine. C'est cela. C'est pour cela qu'on parle de démocratie et de droits de l'homme. Pourquoi la démocratie est nécessaire pour asseoir tout cela en Afrique? Parce que nos autorités, la démocratie signifie aussi l'orthodoxie de la gestion des deniers publics. Beaucoup de pays africains, si la gestion de l'orthodoxie de la gestion était pratiquée dans beaucoup de pays africains, croyez-moi, nous n'aurons pas cette fracture économique. Si la moitié des deniers publics n'allait pas dans les poches et sur les comptes de nos autorités politiques, nous n'aurons pas cette fracture économique. C'est cela le problème. Pourquoi nous insistons sur la démocratie? La démocratie sous-entend la gestion, l'orthodoxie de la gestion, la transparence dans les comptes de l'État. C'est tout cela la démocratie. Et la bonne distribution des ressources d'un pays, c'est tout cela la démocratie. Or, tant que vous n'avez pas la bonne distribution des ressources, tant que vous n'avez pas la bonne gestion des ressources, nous ne pourrons jamais, jamais éviter cette fracture économique. Et donc, bien sûr, on trouvera impertinent ou luxueux de parler de démocratie. Or, la démocratie, c'est tout cela. C'est refuser que nos autorités prennent tout l'argent qui revient aux citoyens pour être soignés, pour être éduqués et les mettre sur des comptes en Suisse ou dans des paradis fiscaux. C'est tout cela la démocratie. Vous pensez que nous luttons pour la démocratie juste parce que nous souhaitons ne pas voir X ou Y au pouvoir? Ce n'est pas cela. C'est refuser que l'argent du pays soit usurpé par une poignée d'hommes politiques qui vivent de façon scandaleusement luxueuse à côté de peuples qui meurent de faim. Où sont les droits dans cela? Vous dites que vous avez été élu par une population. Cette population meurt de faim. Cette population ne peut pas être soignée. Mais vous êtes au pouvoir, vous êtes gras et riche, et vous dites que vous représentez ce pays. Ce n'est pas cela la démocratie. C'est effectivement le monde à l'inverse. Exactement. Alors la question qui suit, c'est pourquoi vous avez énuméré des bonnes histoires jusque-là qui font que la démocratie piétine. Mais la question est celle-ci. Pourquoi n'y a-t-il pas pourtant aucune réelle réaction face à ces processus de régression qui contaminent l'Afrique? Comme je vous l'ai dit, c'est pour cela que je me pose cette question. C'est que ce qui m'amène à poser cette question, c'est que lorsque le président Tandja au Niger avait commencé ce processus de chasse à l'homme et on sentait profiler le fait qu'il voulait se représenter pour un autre mandat, il y a eu quelques dénonciations et quelques condamnations par-ci et là de Sarkozy et de Louis Michel ici en Belgique et de son fils qui est le ministre de la Coopération. Mais à part cela, M. Tandja continue tranquillement son bonhomme de chemin. Et bien sûr, il va continuer ce bonhomme de chemin jusqu'à se présenter pour un 3e mandat. Et après lui, ce sera son fils Ousmane qui lui succédera. Comme au Gabon, comme partout ailleurs. Pourquoi on dénonce tout simplement et on se tait après? Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts en jeu. L'antagonisme et la lutte des classes n'est pas terminée. Les intérêts en jeu ne permettent pas que les puissances occidentales aillent dans le sens de la recherche de la démocratie et de la liberté qu'exigent les peuples africains. N'oubliez pas que la majorité de ces dirigeants sont cooptés par les Occidentaux pour rester en place. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Pour être président et le rester dans un pays africain, il faut avoir ses entrées à l'Élysée ou dans certains cercles fermés de l'Occident. Cela n'est un secret pour personne. Quand vous n'êtes pas coopté ou soutenu par une puissance américaine ou occidentale, vous n'arriverez jamais à vous maintenir au pouvoir.
Et alors, vous ferez l'objet soit d'un coup d'État ou alors d'un assassinat pur et simple, comme cela a été le cas de Thomas Sankara. C'est Aussi ça. simple que ça. Donc, pourquoi les dirigeants, pourquoi l'opinion internationale ne dit rien? Pourquoi les gens se contentent de condamnations officielles et diplomatiques? Parce qu'il y a des intérêts en jeu. Parce que leurs intérêts sont en jeu. Et le plus souvent, ils placent au pouvoir les personnes qui satisfont leurs intérêts. Et cela reste ainsi. Donc, ce n'est pas sur l'Occident que nous devons compter pour nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, sur nos propres forces, sur la force de l'opinion publique africaine et sur la diaspora et sur nos intellectuels à nous. Nous ne pouvons compter que sur cela pour nous sortir de cette situation. Aucun pays occidental ne nous sortira de cette situation parce que c'est d'abord leurs intérêts. Comme l'avait dit d'ailleurs un président français, je pense que c'était De Gaulle, la France n'a pas d'amis permanents. La France n'a que des intérêts permanents. C'est ça. Alors, vous avez parlé dans votre intervention de certaines classes qu'il faudrait créer. Ici, vous donnez l'idée de Karl Marx. Comment est-ce que vous pouvez relier l'idée de Karl Marx à la lutte des classes en Afrique et de la démocratie? La lutte des classes de Karl Marx, elle est encore plus présente aujourd'hui qu'elle ne l'a été au moment où Karl Marx a écrit son manifeste du Parti communiste. Pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez dans chaque pays, d'ailleurs dans le monde entier, la lutte est très grande entre la crise économique qu'on vit actuellement, le démontre de façon très flagrante. Vous avez d'un côté ceux qui détiennent les pouvoirs et les modes de production et les outils de production qui sont les patrons, les grosses banques, les grosses bourses et ceux qui ont le pouvoir. Et de l'autre côté, vous avez les prolétaires qui sont les ouvriers, les salariés comme vous et moi. Donc cette lutte ne cessera pas de sitôt. Et c'est parce que nous avons pris conscience de tout cela, c'est parce que la classe ouvrière aujourd'hui a pris conscience de tout cela qu'il y a toute cette lutte. Quand vous voyez tout ce qui s'est passé aujourd'hui, tous ces pauvres, il y a actuellement plus de pauvres qu'il y en avait il y a 10 ans, parce que justement le système financier s'est effondré. En s'effondrant, le système financier a bien révélé qu'il y a dans ce monde une poignée d'individus qui détiennent la bourse du monde entier. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous décider à prendre l'avion et un jet privé pour venir au Ritz en France pour vous installer pour un mois, alors que la nuit est à 3 000 ou 4 000 euros. Vous ne pourrez pas, mais certains, sachez-le, le font et utilisent l'ouvrier. C'est le travail de l'ouvrier, de l'agriculteur qui a trimé, qui lui sert à payer tout cela. L'ouvrier est utilisé, chosifié, au mépris de tout respect de la dignité humaine pour enrichir les plus riches. La lutte des classes est plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Les multinationales qui s'installent partout, les multinationales, les sociétés pétrolières que vous voyez, c'est la classe dominante. Et tous les petits ouvriers qui sont en dessous, qui travaillent, c'est bien sûr la classe des prolétaires et cela ne changera pas. La lutte des classes va continuer. À une autre échelle, je prends cette lutte des classes au niveau des enfants, des dirigeants qui aujourd'hui, apparemment, la lutte des classes se perpétue à travers eux. Comment? Parce que ces enfants des dirigeants ont eu la chance d'être formés dans les meilleures écoles. Ils ont eu la chance d'aller à New York, d'aller à Harvard, aller dans des grandes universités, alors que l'enfant de l'ouvrier n'a eu la chance que d'aller dans l'université de Lubumbashi ou de Niamey ou de Calavi au Bénin c'est tout. Mais quand il sort de cette université, à moins d'avoir beaucoup de chance, est-ce que lorsqu'il sera en face d'un poste, il aura la même chance que l'enfant du président qui a été étudié à Harvard? L'enfant du président ou de l'avocat qui a été à Harvard ou dans une autre université occidentale, il n'a pas besoin de passer un entretien d'embauche. On appelle juste son ami, on lui dit « mon fils a besoin d'emploi ».
et il est placé. La lutte des classes est réelle. Elle existe ici aussi. Ce n'est pas propre à l'Afrique. Elle existe actuellement dans tous les pays. Et plus encore en Afrique, où on le fait au mépris de tout. Ici encore, ça se passe sous le boisseau. Vous avez, au moins, on forme l'enfant à avoir cette fonction. Vous avez le fils de Sarkozy. Tout le monde est monté au créneau pour dénoncer le fait que le fils de Sarkozy voulait briguer un poste de PDG ou dans une administration. Mais cela se passe ainsi. Est-ce que l'enfant de l'ouvrier qui a travaillé dans une usine Renault aurait eu la même éducation pour travailler ou pour briguer ce poste? La lutte des classes est réelle, on ne l'invente pas. Et la lutte des classes de Karl Marx est plus que jamais d'actualité. Et le problème, c'est que nous sommes en train de reproduire cette classe, la formation des classes en Afrique. C'est ça, c'est un chemin long que nous devons prendre de conscience, puisqu'il n'y a pas qu'une classe qui doit dominer sur une autre. Il faudrait qu'il y ait aussi la participation de toute la population africaine. Maman Annie de Souza, comme vous le savez, les minutes sur cette radio nous sont comptées. Alors, je vous donne 3 minutes pour faire passer un message spécifique au peuple africain. Merci beaucoup, Don. Ce que je voudrais dire, c'est que je vous remercie de m'avoir permis une fois encore de m'exprimer sur vos antennes. Et bien sûr, j'espère que nous pourrons nous atteler dans cette série d'émissions qui va suivre à nous pencher sur les pays que nous avons cités en introduction. Cependant, ce que je voudrais d'abord m'adresser à la diaspora qui nous écoute. La diaspora a eu la chance de venir ici. Bien sûr, quelles que soient les difficultés qu'elle rencontre. Je les connais, mais je voudrais que nous fassions du fait d'être ici, en Occident, aux États-Unis, un peu partout, en Belgique, en France. Je voudrais que nous fassions de cette chance une réelle chance pour notre continent et que nous ne soyons pas nombrilistes, que nous nous battions en dénonçant, en écrivant, en soutenant les populations qui sont restées là-bas, de quelque manière que ce soit, en nous mobilisant en une force extraordinaire, comme l'a dit Karl Marx, de façon à renverser cette tendance de la lutte des classes, à renverser cette bourgeoisie qui s'est installée au pouvoir dans nos pays et qui, bien sûr, brime nos populations. C'est cela mon appel. Et croyez-moi, c'est possible. Cela s'est fait dans tous les autres pays où la démocratie s'est réellement installée et cela sera aussi le cas si nous nous battons, si nous nous mobilisons et si nous sensibilisons et si nous nous battons pour donner l'accès au savoir et à l'éducation à toutes nos populations en Afrique. Ok, maman Valérie de Souza, c'était avec grand plaisir que nous avions retrouvé sur cette chaîne et nous croyons que très incessamment, nous allons vous recevoir pour essayer un peu de décortiquer la situation démocratique dans chacun des pays précités et toutes les bonnes choses. Merci. Merci à vous et bonne soirée.